Vous écoutez l'épisode 94 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui, je reçois Clara Mollet, lobbyiste dans le secteur des matières premières, ancienne trader au Brésil, dans un monde 100% masculin, et créatrice des règles du jeu. Les règles du jeu, ça a d'abord été une série de mini-podcasts sur le podcast Génération XX. Vous les avez peut-être découverts l'année dernière. Et depuis, il y a un livre plus étoffé et avec encore plus de contenu. Clara est talentueuse, elle déborde d'énergie et elle a mis sa propre expérience d'un environnement professionnel masculin au service des femmes en créant les règles du jeu. Les règles du jeu, ce sont des concepts et des outils pour s'approprier les règles du jeu du monde du travail. Elle met enfin des mots sur ce qu'on ressent sans vraiment pouvoir le formuler et en proposant des outils efficaces. Je vous laisse découvrir notre conversation qui, je suis sûre, vous plaira et vous aidera beaucoup. Bonjour, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Clara Mollet. Bonjour Clara. Bonjour Jenny. Clara est la créatrice des règles du jeu qui sont à la fois une série de podcasts que vous avez peut-être découvertes l'année dernière. C'était diffusé sur le podcast Génération XX. Et également l'auteur du livre paru en mars, Les règles du jeu. Clara est une ancienne trader, mais qui travaille toujours dans les matières premières, si je ne me trompe pas, qui a évolué dans un monde professionnel très masculin. Et elle nous parle aujourd'hui de son parcours, de sa vision de la carrière et de ce qu'elle appelle les règles du jeu et de quelle façon s'articule aujourd'hui sa vie professionnelle qui finalement a 2 casquettes. Alors, je suis hyper curieuse de savoir comment t'étais quand tu étais petite. C'était quoi tes rêves ? Tu te voyais être trader déjà ? Non, pas du tout. Alors, je me voyais pas du tout être trader. J'ai eu toutes sortes de rêves professionnels qui étaient toujours un petit peu... je voulais toujours un peu aventureux, on va dire. Donc, je me souviens, j'avais envie d'être... moi, ça basculait plutôt du côté pilote d'avion, agent secret. Il y avait toujours une dimension un peu comme ça, aventureuse, on va dire. Voilà, j'avais plutôt ce genre de rêve-là, ouais. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix ? T'as tout de suite travaillé dans le trading ou pas du tout ? Qu'est-ce que t'as fait comme études ? Comment ça s'est passé tout ça ? Alors, en fait, j'ai commencé après le bac j'ai fait Sciences Po d'abord. Et puis, je me destinais à l'époque, ce qui m'intéressait beaucoup dans ces études-là, c'était plutôt la dimension relations internationales, diplomatie, etc. Et donc, je me suis plutôt orientée vers ça au départ. Et puis, je me suis très vite rendu compte que tout ce qui était fonction publique me correspondait pas forcément. Donc, j'ai décidé de faire une école de commerce après. Et là, dans cette école-là, il y avait un certain nombre de stages à faire. Et je me suis retrouvée un peu par hasard à faire un stage dans une banque d'investissement, dans lequel je me suis beaucoup ennuyée. Mais grâce à ce stage-là, j'ai découvert un monde dont j'ignorais tout, qui est le monde des matières premières, puisque j'étais dans une équipe qui était chargée de financer en fait cette activité. Donc moi, j'ai pas du tout aimé la partie bancaire de la chose, mais je me suis passionnée pour ce monde des matières premières, le négoce de matières premières, le trading de matières premières, qui a plein de noms, et qui consiste en fait, alors les matières premières, ça va du blé, maïs, etc., jusqu'au cacao, jus d'orange, coton, enfin, c'est très très vaste. Et je me suis passionnée pour ce monde qui est en fait entre deux mondes, puisque on a un pied effectivement sur les marchés financiers, donc quelque chose d'assez
un peu col blanc, salle des marchés, etc. Et un autre pied, en revanche, dans ce qu'on appelle l'économie réelle. Donc là, il s'agit de vraiment savoir ce dont on parle, ce qu'on négocie. Donc il faut aller dans les champs, il faut aller dans les ports, il faut aller dans les entrepôts. Donc il y a quelque chose de très très comme ça, un peu main dans la terre, main dans le cambouis. Et moi, c'était ce mélange de ces deux mondes-là qui n'ont a priori rien à voir que j'ai trouvé très séduisant. Et du coup, donc en finissant mes études, j'avais décidé de travailler dans ce monde-là, qui a une particularité, c'est qu'il est assez fermé. Surtout à l'époque, donc là on était en 2013, et ça, en fait ça paraît récent 2013, mais en fait le milieu a déjà pas mal changé. Et à l'époque, il était encore plus fermé qu'aujourd'hui. Il y avait encore moins de players, d'acteurs qu'aujourd'hui, et il y avait surtout très peu de place géographique où ces entreprises étaient implantées. En Europe, en gros, il fallait aller en Suisse pour travailler dans ce monde-là. C'est toujours une très grosse place, la Suisse, mais c'est plus la seule. Et moi, en fait, en sortant d'école, j'avais pas tellement envie d'aller en Suisse tout de suite. Et du coup, je me suis dit, où je peux aller pour démarrer dans ce milieu tout en allant dans un pays qui m'attire plus. Et en fait, j'ai choisi de partir pour le Brésil. Parce que le Brésil, à l'époque, bon, ça l'est toujours, c'est vraiment l'Eldorado des matières premières. À l'époque, en plus, c'était le plein emploi. Ils étaient vraiment en pleine. C'était l'embellie économique qu'ils attendaient depuis longtemps, et ils étaient vraiment au pic de cette embellie-là. Donc c'était économiquement très intéressant. Et donc j'y suis partie pour travailler dans ce domaine-là et pour devenir trader donc de matières premières. Donc ça a été vraiment un choix très conscient, un vrai désir même, je dirais. Et j'insiste toujours beaucoup là-dessus parce qu'en fait, le fait d'avoir vraiment souhaité travailler dans ce domaine-là, occuper cette fonction-là, ça a été ensuite un moteur très très important, puisqu'en fait donc je suis partie pour le Brésil. Les choses se sont très bien passées pour moi parce que j'ai trouvé assez vite le poste de mes rêves, ce que j'étais venue chercher, avec une particularité qui était que j'étais la seule femme à exercer cette fonction sur tout mon marché. Voilà. Donc ça, c'est un peu le point de départ de l'histoire. Et effectivement, avec cette particularité-là, il y a eu un certain nombre de challenges, on va dire, qui sont arrivés sur ma route. Mais comme j'aimais vraiment beaucoup ce que je faisais, ça m'a vraiment donné envie, en fait, de déployer des ressources pour dépasser les challenges et pour continuer d'avancer, même si parfois le contexte était un peu adverse, quoi. Ouais, donc en fait, tu étais dans un contexte où tu étais entourée d'hommes, mais en plus, tu étais dans un pays où la culture était différente, j'imagine. Les gens avec qui tu travaillais, ils étaient brésiliens ou Ouais, ou tous brésiliens. Ouais, D'accord. absolument. Absolument, ils étaient tous brésiliens. En fait, je travaillais dans une banque d'investissement brésilienne. Donc oui, j'étais vraiment en immersion totale dans la culture. Alors après, c'est difficile de dire lequel des deux éléments a été le plus challengeant. En fait, l'élément culturel, il m'a autant challengé que protégé, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des dimensions culturelles qui étaient compliquées à gérer, c'est sûr, mais comme dans n'importe quel, quand on arrive dans n'importe quel pays étranger, c'est toujours un facteur qu'il faut prendre en compte en plus, même quand la culture a l'air similaire, parce que la culture brésilienne, on peut imaginer que c'est une culture latine et qu'on a beaucoup de points de repère, et qu'en fait c'est un peu comme nous, avec un peu plus de rire, de soleil, et voilà. En fait, pas du tout, c'est vraiment très très différent, donc c'est clairement une variable de l'équation. Mais pour autant, je pense qu'avoir été étrangère, ça m'a aussi beaucoup protégée et servi, parce que ça m'a donné un peu, surtout en tant que femme d'ailleurs, ça m'a donné un peu un statut d'exception qui a fait que je pense dans la tête, dans l'inconscient de mes collègues, de mes chefs, etc. J'étais une femme, mais j'étais pas une femme tout à fait comme les autres. Du coup, on me laissait aussi un peu tranquille sur le plan, j'allais dire séduction, etc., qui peut être encore un facteur qui complique beaucoup les choses au travail aussi. Donc en fait, l'élément culturel, il est vraiment il y a plein d'angles, et moi, ça m'a autant servi et protégé que desservi. Donc, j'aurais du mal à tirer des grandes conclusions sur le fait d'avoir travaillé au Brésil, en fait. Même si c'est clair que c'est un pays paternaliste, qu'il y a une grande tradition paternaliste qui persiste, et qu'en fait, sur le plan de la manière de considérer les relations hommes-femmes, c'est sûr que c'est pas un pays scandinave, quoi. Hein, donc c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, c'est sûr. Ok. Et du coup, tu disais que le fait d'être la seule femme
parmi les hommes avait été aussi un challenge. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, en fait, ça a été un très grand challenge auquel je m'attendais pas à ce point. Alors évidemment, je me doutais bien que je mettais les pieds dans un monde masculin, évidemment. C'est la finance, le matières premières, le Brésil, etc. Je me doutais bien qu'il y aurait une forte dominante masculine, mais je m'attendais pas à être la seule. C'est-à-dire que pour moi, c'était la première fois de ma vie que je faisais l'expérience de la minorité. Et donc ça m'a vraiment heurté de plein fouet. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de choc de réalité très très fort quand j'ai commencé à travailler, parce qu'en fait, je me suis retrouvée face à deux types de difficultés. Ce que j'ai appelé après par la suite les freins extérieurs et les freins intériorisés. C'est-à-dire que tout à coup, je me suis rendu compte, pour la première fois de ma vie, que le fait d'être une femme impactait et allait impacter mon parcours professionnel. Et ça a été vraiment la première grande prise de conscience à laquelle je ne m'attendais mais absolument pas, parce que moi j'ai la chance d'avoir grandi dans un monde où être une fille puis une femme, c'était un fait mais pas un sujet. C'est-à-dire que ça n'avait jamais été pour moi un facteur de décision, un facteur de quoi que ce soit en fait dans ma vie. Et là, tout à coup, je me suis aperçue très vite que si, en fait, c'était une vraie variable de l'équation et j'allais devoir composer avec cette variable-là. Et les freins que j'ai rencontrés, c'est les freins que rencontrent énormément de femmes au travail. Moi, la petite différence peut-être, c'est que comme j'étais la seule, peut-être qu'ils m'ont sauté aux yeux de manière plus évidente et plus rapide peut-être. Mais pour citer des exemples, je me suis d'abord heurtée à ce qu'on appelle maintenant les biais de genre ou les biais cognitifs, c'est-à-dire cette espèce de deux poids deux mesures qui existe. Moi, en plus, c'était vraiment amusant parce que je suis rentrée vraiment en même temps qu'un collègue masculin. On avait le même âge, la même expérience, c'est-à-dire aucune expérience. On était vraiment pareil, sauf qu'il y avait un garçon et une fille. Et du coup, je pouvais mesurer, tu vois, la différence de traitement d'office, quoi. Et je voyais bien que moi, je manquais naturellement de crédibilité par rapport à lui. Je voyais bien que les gens autour de moi accordaient moins d'intérêt et d'importance à ce que je disais ou à ce que je produisais. Je voyais bien que quand j'essayais de prendre la parole, de donner mon avis, ce qui en plus en début de carrière est pas toujours évident parce que voilà, ça intéressait quand même pas grand monde, ou qu'on me coupait la parole vraiment beaucoup plus volontiers qu'à lui. Donc je me suis heurtée comme ça à cette espèce de un peu de différence de traitement, qui n'était pas du tout une volonté de me nuire. C'était ça en plus qui était très déstabilisant, c'est que je voyais bien qu'il n'y avait pas de volonté de la part de mon environnement de travail de me rabaisser ou de me mettre sur le côté. C'était juste naturel. Et ça, c'était très déstabilisant parce que j'avais vraiment l'impression d'être une espèce de citoyenne de seconde classe dans ma propre équipe, en fait. C'est-à-dire, je faisais partie de l'équipe, mais au cran du dessous. Au deuxième rang, quoi. Et je voyais pas du tout comment me dépatouiller, comment me défaire de cette situation-là, parce que par ailleurs, je voyais bien que mon travail était tout à fait correct, mes résultats étaient reconnus, mon chef était même plutôt satisfait, donc je voyais pas du tout quel levier je pouvais avoir là-dessus, puisque j'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire, c'était mon boulot correctement, et que clairement, ça suffisait pas à être traité de la même manière. Par ailleurs, j'ai aussi eu cette prise de conscience massive, en plus de ces freins extérieurs, que moi, je portais moi-même des freins intériorisés, et ça a été vraiment une prise de conscience peut-être encore plus grande, parce que je me serais jamais doutée avant ça que je pouvais être moi-même, en fait, ma propre ennemie au travail. Et là, alors j'ai évidemment, c'est des expressions qu'on entend beaucoup, mais qui sont tout à fait, dans mon cas, et je sais dans le cas de beaucoup de femmes très valides, une grande difficulté à valoriser ce que je faisais, à me sentir légitime, à demander, à faire valoir ce que je faisais, à aller chercher moi-même les opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais victime tout simplement de syndrome de l'imposteur, de syndrome de la bonne élève, de syndrome, j'ai appris ça a toutes sortes de noms par la suite, syndrome de la couronne, c'est-à-dire cette espèce d'attentisme hérité sans doute du monde scolaire, qui consiste en fait à faire du mieux qu'on peut et à attendre que les planètes s'alignent pour qu'ensuite on nous propose d'autres choses, etc., des opportunités, des opportunités d'avancer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte moi-même, en observant en plus mes collègues, je voyais bien là qu'il y avait un écart énorme d'attitude entre eux et moi,
que en fait moi-même je m'empêchais, j'entravais moi-même ma progression parce que j'étais inhibée, parce que je savais pas comment m'y prendre, parce que j'osais pas, parce que je me sentais pas légitime. Et ça a été vraiment une prise de conscience importante parce que j'aurais jamais pensé en fait que moi-même je pourrais entraver ma propre progression, quoi. Et c'est fascinant, le syndrome de la couronne. Je pense que c'est probablement un syndrome quand même majoritairement féminin. Ouais. C'est Ouais. assez fascinant de voir ça. Mais alors, du coup, comment tu as fait ? Parce que la prise de conscience, je dirais que c'est une première étape qui est essentielle pour avancer. Mais après, tu en as fait quoi de ça ? C'est une très bonne question, effectivement. En fait, je pense que les conditions étaient réunies pour moi pour effectivement que ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fait le constat, je pense que le fait d'aimer mon travail, d'avoir envie de continuer à progresser, d'être en plus dans cet environnement caricatural qui faisait que tout me sautait aux yeux, et qui a en fait beaucoup facilité à la fois ma prise de conscience et le fait que ensuite je comprenne quoi mettre en place pour m'en sortir, parce que ça m'a fait gagner un temps fou. Le fait de gagner, d'être en minorité comme ça, d'être la seule tout le temps, ça m'a permis de mettre des mots très vite sur les situations que je rencontrais, et ensuite de rencontrer beaucoup de ces situations qu'on vient d'évoquer. Et je dirais qu'au cours de ma première année, en fait, j'ai été confrontée à tellement de cas qu'en fait, ça a été une espèce d'accélérateur d'apprentissage incroyable. Et je pense que si j'avais commencé à travailler, en fait, dans un autre environnement, plus classique, moins éloigné de ma culture d'origine, ou tout simplement plus dilué, où il y aurait eu plus de femmes, etc., et ben, j'aurais mis beaucoup plus de temps à prendre conscience des choses d'abord et à y répondre. En fait, ce que j'ai compris petit à petit, mais je sais qu'il y a eu un moment, je pourrais te le raconter si tu veux, il y a eu vraiment un moment où les choses ont basculé pour moi. Mais j'ai compris, en fait, à un moment donné, que j'avais pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que je me reposais exclusivement sur ce qui m'avait permis tout simplement de réussir jusque-là, c'est-à-dire à l'école, en gros, hein. C'est-à-dire de faire ce qu'on me demandait du mieux que je pouvais, de placer la satisfaction des autres, c'est-à-dire de ma hiérarchie, de mon entreprise, avant la mienne, c'est-à-dire de me demander d'abord comment bien faire ce qu'on me demandait et comment satisfaire les attentes des uns et des autres, avant de me demander pourquoi moi j'étais là et ce que j'étais venue chercher. Et ensuite, de rester dans cette espèce d'attitude très attentiste, très passive, qui consiste à bien faire ce qu'on nous demande, mais de jamais aller chercher ce qu'on veut vraiment. Et je m'étais complètement enfermée dans cette attitude-là. Et il y a un jour où j'ai compris à quel point je m'étais fourvoyée et à quel point les règles du jeu, donc en fait c'est venu de là, du monde du travail étaient complètement différentes de celles que j'avais connues jusque-là et de celles que j'appliquais. Bon, si tu veux, je te raconte l'anecdote. Ouais, je veux bien. Je te le raconte rapidement. Ouais. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que c'est rigolo parce que parfois ça joue à des toutes petites choses, mais qui peuvent faire complètement basculer ta vision des choses. Ce qui m'est arrivé un jour, c'est que mon chef m'a confié une étude assez compliquée et il m'a donné 1 semaine pour le faire. Et j'étais toute seule staffée là-dessus. Et c'était vraiment un vrai challenge. Donc je rentre pas dans peu importe les détails techniques de la chose, mais beaucoup de travail. J'y ai vraiment passé la semaine. Et en fait, il était convenu que je rende les résultats de cette étude-là. On avait une réunion hebdomadaire le lundi, comme beaucoup de gens, et il était convenu donc que je rende les résultats à la réunion du lundi suivant. Et donc moi, j'avais passé la semaine à travailler comme une dingue là-dessus, etc. Et j'arrive à la fin de la semaine et j'étais vraiment contente du résultat, quoi. C'est-à-dire j'avais réussi à faire ce qu'on m'avait demandé, et puis en plus les résultats auxquels j'aboutissais étaient bons. Donc j'arrive le lundi matin au taquet. C'est-à-dire j'étais vraiment hyper contente de moi, et puis bon, pour une fois, voilà, j'avais l'occasion de montrer un peu de ce dont j'étais capable, donc j'étais ravie. Et la réunion commence, etc. Et le tour de table se passe normalement, donc chacun parle un peu dit ce qu'il a à dire ce matin-là, etc. Et l'heure tourne. Et moi, je me dis quand même, c'est étonnant, les marchés vont ouvrir. Bon, si ça continue comme ça, je vais pas avoir le temps. Enfin, on va arriver en retard, parce que moi, j'avais, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de présentation, quoi. Donc, je dis rien, j'attends et tout. Et puis, l'heure continue de tourner. Et puis, je me dis quand même, c'est vraiment étrange. Mais bon, mon chef doit être au courant, vu que c'est lui qui m'a confié le travail.
Et puis tout à coup, mon chef regarde sa montre comme ça et puis il me dit, il lève la séance, quoi. Il dit, très bien, à la semaine prochaine, bonne semaine à tous. Et donc là, je lève la main comme ça et je dis aux Eyas, désolée, mais et l'étude? Tout est prêt, j'ai les conclusions. Et là, il me regarde, il me dit, attends Clara, non, là, on n'a pas le temps, on fera ça la semaine prochaine. Et là, j'étais tellement furieuse, tu vois, frustrée, en colère, et puis en plus de frustration accumulée parce que ça venait j'avais déjà encaissé un certain nombre de choses, etc. Je suis retournée à ma place et en fait, j'ai ouvert un mail. J'ai collé dans ce mail toutes les conclusions de l'étude, les graphes, les analyses, tout ce que j'avais, et je l'ai envoyé à tous les traders du groupe. Donc, les traders de mon équipe, mais aussi ceux d'Argentine, d'Uruguay, des États-Unis, de Suisse, d'Angleterre, de Singapour. Je l'ai envoyé partout. Déjà parce que je pense que c'était à la fois, tu sais, le coup de la colère et en même temps parce que je trouvais vraiment que c'était un bon boulot. Donc je l'ai envoyé, voilà, je sais pas combien de personnes il y avait dans cette liste, une 50aine de personnes, ou voilà. Et donc j'ai appuyé sur envoi et je me souviens, tu sais, après ce mail-là, m'être genre adossée dans mon siège et avoir attendu en me disant mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu es folle. Et en fait, ce mail-là, il a complètement renversé ma relation au travail, tout simplement parce que pour la première fois, j'avais fait quelque chose que personne ne m'avait demandé. C'est-à-dire que pour la première fois, j'avais pris l'initiative, moi toute seule, de faire valoir mon travail sans attendre que mon chef soit disponible, sans attendre que les planètes s'alignent, qu'il soit de bonne humeur, que les conditions soient réunies, et qu'on me tende la main en me disant « montre-moi ce que tu as fait, c'est très bien », et qu'on me donne une petite tape sur la tête et qu'on passe à la prochaine tâche. C'est-à-dire qu'en fait, ce moment-là, il a tout renversé, parce que je me suis dit « mais en fait, j'ai pris le problème à l'envers ». Plutôt que d'attendre que les choses m'arrivent, c'est toujours à moi d'aller les chercher. Faire mon boulot, c'est le niveau zéro de ce qui va me permettre d'avancer. Ma réussite, alors après, quelle que soit la définition qu'on donne à la réussite, mais en tout cas, ce qui va me permettre ensuite d'avancer, c'est ce qui vient après. C'est ce que moi, je vais aller chercher moi-même. C'est les initiatives que je vais mettre en place pour rendre mon travail visible, pour m'assurer de rencontrer les personnes qui m'intéressent, pour aller chercher les compétences qui m'intéressent, etc., etc. Donc voilà, pour moi, ça s'est passé comme ça. Et ce mail-là, il a vraiment ouvert une brèche dans mon parcours parce que à partir de là, j'ai tout renversé et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que je peux faire qu'on m'a pas demandé pour, une situation me convient pas, l'attitude de quelqu'un ça va pas, ou alors on m'a un peu bypassé sur ce projet. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux récupérer la situation, renverser les choses. Et en fait, c'est doublement, pour moi, ça a été doublement révélateur. D'abord parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais aux manettes, beaucoup plus que ce que je pensais. C'est-à-dire que quand on commence à regarder son parcours sous le prisme de ses initiatives propres, on se rend compte qu'on en a beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et en même temps, ça responsabilise parce qu'on se rend compte que si nous on le fait pas, personne le fera pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, si nous on mobilise pas tous les moyens qui sont à notre pouvoir pour aller là où on a envie d'aller, il risque de pas se passer grand-chose, ou alors par défaut, ou alors un peu par hasard. Et dans tous les cas, c'est pas la meilleure manière de garder le cap sur son parcours, quoi. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, effectivement, quand j'ai compris ça, j'ai effectivement mis en place un certain nombre de choses qui m'ont permis de renverser la vapeur et de changer complètement ma relation au travail. En fait, le premier pas, ça a été cette prise de conscience et le changement de mindset. Au final, mon quotidien n'a pas été bouleversé, mais ce qui a changé, c'est mon rapport aux gens, aux choses, aux opportunités, au travail. Et ensuite, c'est un cercle vertueux que t'enclenches sur les semaines, les mois, les années qui suivent. Mais c'est déjà incroyablement libérateur de voir les choses comme ça et rassurant. Moi, ça m'a rassurée de me rendre compte à quel point j'avais beaucoup plus la main que ce que je pensais, en fait. Ouais, finalement, ce que tu as fait, c'est que tu as pris le contrôle sur ce que tu pouvais contrôler. Exactement. Et c'est vrai que c'est une anecdote qui est géniale. Je trouve que c'est très parlant. Et je vois bien comment ça a pu être à la fois effrayant, en même temps excitant et libérateur. Et du coup, je suis curieuse, à cette époque-là, quand tu as pris conscience de ça, que tu as commencé à mettre en pratique finalement ce nouvel état d'esprit,
Est-ce que tu avais des objectifs précis en tête? Quel était ton objectif au-delà du fait de travailler sur toi finalement et de plus te laisser passer devant? Est-ce que tu avais des objectifs précis de carrière? Honnêtement, à ce stade, pas vraiment. J'avais juste envie de reprendre, enfin, d'avoir la sensation que ma carrière ne m'échappait plus. Parce que tu vois, j'étais vraiment tout au début. Donc, en plus, c'est un domaine, bon, mais comme dans beaucoup de travail, où tu as une courbe d'apprentissage qui est très lente au début. Tu vois, tu fais pas les choses les plus excitantes tout de suite. Donc, c'est même assez ingrat, en fait, le trading au début, parce que voilà, il y a quand même des enjeux importants, etc. Donc à ce moment-là, je peux pas dire que je me disais l'année prochaine j'ai envie d'être là. C'était plus de dépasser cette frustration immense que je ressentais, d'être ballottée en fait aux 80 et de me dire mais attends, en fait ça veut dire que tout ce que je peux faire moi dans ma vie professionnelle c'est mon travail et de toute évidence ça ne me sert à rien ou presque à rien. Et en fait déjà arriver à comprendre qu'il y avait une autre manière de procéder et donc qui me permettrait de combler l'écart. En fait, c'était ça que je trouve incroyable et avec le recul, c'est vertigineux à quel point l'écart avec des collègues masculins peut se creuser vite, très 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 vite, parce que il y a ce contexte, cet environnement sur lequel on peut pas grand-chose, mais aussi parce que nous-mêmes les freins dont on parlait au début, en fait, nous-mêmes, on creuse l'écart et quand je dis très vite, c'est les premiers mois, la première année. Alors, ça ne veut pas dire que c'est irréversible, du tout. Justement, le but des règles du jeu, c'est de montrer à quel point on peut reprendre la main à tout moment. Mais c'est vertigineux quand même de se dire que le fait d'être une femme au travail, parce qu'on est perçu différemment, parce qu'on se comporte d'une certaine manière, parce que, enfin voilà, c'est d'une complexité inouïe, mais l'écart avec un homme de compétences égales, de potentiel égal, de motivation égale, peut se creuser à toute allure sur des facteurs qui n'ont rien à voir avec le travail. Et en fait, déjà, moi, de comprendre que j'avais trouvé un moyen de combler cet écart-là, c'était déjà énorme, en fait. Et après, effectivement, plus j'ai pratiqué, parce qu'après, c'est une espèce de... Ouais, c'est ça, de cercle vertueux qu'on enclenche et il n'y a pas de retour en arrière, c'est irréversible. Une fois qu'on a compris ces choses-là et puis on s'est risqué une fois, deux fois, trois fois à mettre en place des choses qu'on se serait interdit peut-être avant, mais on s'aperçoit que finalement c'est pas grand-chose à mettre en place, que tout le monde peut y arriver et que personne nous en veut en plus. Moi, le mail que j'ai envoyé, bon, s'il y a des gens qui ont trouvé que c'était un peu exagéré, que vraiment j'avais eu une audace incroyable de me mettre autant en avant, bon, personne me l'a dit, hein. Donc au final, bon, ça va pas du tout porter préjudice, tu vois. Et donc après, c'est une espèce de mécanisme que t'enclenches et et plus tu l'enclenches, plus tu t'aperçois que même pour toi, d'abord pour toi-même en fait, tu changes complètement d'état d'esprit et t'es mieux dans ton travail. Et là, les choses commencent à arriver et ça veut pas dire que c'est un tapis rouge après et que c'est, tu vois, c'est un long fleuve tranquille, tout est facile, pas du tout. Et que non, tout à pas coup, du tout. Tout apparaît comme par miracle. Voilà, exactement. Non, c'est pas le cas du tout. Mais déjà, soit de changer de mindset et de reprendre la main sur son parcours, ça change tout. Pour moi, ça a tout changé en tout cas. J'aime bien l'idée, je pense que cette idée, je la partage totalement, de l'idée d'oser un truc qu'on se serait jamais autorisé et de le faire une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, c'est vraiment l'inconfort qui devient presque confortable parce qu'au fur et à mesure qu'on ose finalement, on se rend compte que en fait, on est totalement capable, que finalement, c'est pas si inconfortable que ça et jusqu'à ce que ça devienne même excitant de le faire. Complètement. Et alors, avant qu'on parle plus précisément des règles du jeu, parce que je veux vraiment que tu nous expliques déjà comment tu as créé ça et que tu nous en dises plus sur le contenu, mais je suis quand même curieuse d'une chose, parce que t'étais jeune, tu démarrais dans ta carrière, tu étais dans un pays qui n'était pas le tien, tu étais entourée d'hommes, tu t'es aperçue de choses avec une clairvoyance, faut être honnête, quand même assez incroyable. Mais tu as fait ça toute seule. Enfin, je veux dire, comment tu as trouvé la force d'oser ? Est-ce que tu avais des relais ? Je sais pas, tu étais accompagnée dans ta vie, un partenaire, je sais pas, des potes, des gens à qui tu pouvais parler de ça, des professionnels peut-être ? Oui, bien sûr. Alors non, pas des professionnels, mais alors je suis partie au Brésil. Effectivement, c'est un point très important. Je ne suis pas partie seule au Brésil. J'étais accompagnée de celui qui est devenu mon mari après. Donc j'étais très bien accompagnée et ça évidemment ça a été un soutien énorme. Ça c'est clair.
je veux dire, même si au quotidien ça change rien, c'est-à-dire ça change rien dans le quotidien professionnel, c'est-à-dire, il n'empêche que tous les matins tu retournes à ta place avec ton ordinateur, tes collègues, tes emails et tes coups de téléphone, et c'est à toi de tout gérer. Donc ça change pas. Mais en termes de soutien moral, c'est énorme. Donc ça, oui, c'est sûr, le fait ne serait-ce de pouvoir échanger, mais après ça peut aussi avoir un effet pervers dans le sens où moi, j'avais vachement cette espèce de syndrome au début où je rentrais chez moi et en fait, je passais ma soirée à vider mon sac. Donc, en plus, ça a un impact direct sur sa vie personnelle. Donc, ça gâche en partie sa vie personnelle parce que lui aussi avait une vie professionnelle et des soucis à lui. Enfin voilà. Et puis, c'est pas mon psy, quoi. Donc, du coup, c'était. Mais ça m'a énormément aidée. Ça, c'est clair. Donc, j'étais pas toute seule dans la nature. Après, pour ce qui est de notre vie sociale, on avait une vie sociale de 2 récents expatriés, donc tout est à reconstruire, mais voilà, on avait évidemment des amis et on était tous les deux. Et je dirais qu'après, en plus, ce qui m'a beaucoup aidé moi, c'est ce dont je parlais au début, c'est vraiment d'aimer mon travail. C'était vraiment un facteur important. Ouais, exactement, parce que je pense, tu vois, que si je m'étais retrouvée, en fait, si par exemple le scénario avait été différent au départ et que je m'étais dit, moi j'ai juste envie d'aller vivre au Brésil. Moi, c'est ça mon projet. Ce pays me fait rêver, je suis amoureuse de la culture. Et peu importe finalement ce que je trouve là-bas, j'aurais pu faire toutes sortes de choses. Et peut-être que le scénario aurait été complètement différent. Parce que j'aurais pas trouvé au fond de moi la motivation de me dire, mais attends, il y en a marre. J'ai pas du tout envie de faire du surplace. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de progresser, j'ai envie de devenir meilleure parce que ça me plaît. Et ça a été vraiment un moteur très très fort. Et puis peut-être aussi un peu de fierté ou d'ego mal placé, je ne sais pas, ou de trucs de me dire mais enfin c'est agaçant parce que je voyais bien ces collègues. Alors je tape pas du tout sur mes collègues, j'adorais mes collègues, en plus j'avais des très bonnes relations avec eux, mais je comprenais pas pourquoi il y avait cette préférence. Je trouvais que leur travail le justifiait pas du tout. Donc il y avait aussi une partie de moi qui me disait mais il y a pas de raison. Donc il faut trouver la clé. Mais je dirais que oui, oui bien sûr, j'avais un soutien dans ma vie qui était fondamental, ça c'est clair. J'ai pas eu le réflexe de me tourner vers des professionnels à l'époque. Je pense que c'est parce que j'étais effectivement très jeune et ça me traversait pas forcément l'esprit. Voilà. Voilà. Et puis je pense que aussi j'avais pas l'impression que ça s'adressait à moi à ce moment-là. Enfin ça m'a pas traversé l'esprit. Ouais, je comprends. Ouais, je pense que j'ai trouvé ma force là. Ton pourquoi, c'est vraiment un point qui est hyper important et qui est aussi très intéressant. Je veux vraiment le souligner pour toutes les leaders qui nous écoutent. Je crois que à chaque fois qu'il y a un coup dur, à chaque fois qu'on sait plus trop quoi faire, à chaque fois qu'on voit aussi nos freins, parce que de toute façon, les freins qu'on a, on en a toujours et on les lève pas une fois pour toutes, on les lève à chaque fois encore une fois. Tout à fait. Mais je crois que le pourquoi, c'est vraiment la clé pour trouver cette motivation et cette force quand on a l'impression de pas vraiment savoir comment avancer, quand on se sent bloqué. Et je crois que tu l'as très bien décrit. Finalement, ton pourquoi, c'était la passion de ce que tu faisais, quoi. Mmh. Oui, tout à fait. Je pense que si j'avais pas eu ça aurait été... Et je pense d'ailleurs que c'est quand on perd de vue ça que la crise de sens commence au travail. Cette grande crise de sens dont tout le monde parle et dont on est tous plus ou moins victimes à un moment ou à un autre, je pense, c'est quand on ne sait plus trop pourquoi on est là, pourquoi on fait les choses, qu'on a un peu perdu le nord du parcours, quoi, et qu'on fait les choses mécaniquement ou pour satisfaire aux critères de réussite ou quoi de quelqu'un d'autre. Et effectivement, oui, moi ça a été effectivement vraiment un moteur très puissant. Et encore une fois, si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais pas déployé les ressources que j'ai déployées à ce moment-là. Et du coup, dis-nous un peu les règles du jeu, parce que tu as déployé ces ressources pour ton boulot, mais t'as pas fait que ça. Ensuite, t'en as écrit quelque chose, partagé quelque chose au monde. Moi, je suis quand même super curieuse et aussi admirative de cette énergie que t'as déployée à concilier à la fois ta vie professionnelle et en même temps créer ce qui pourrait servir aux femmes après. C'est vrai que ça a été un peu le même mouvement. En fait, c'est comme si... effectivement, en fait, toute cette accumulation d'expériences qui a été vraiment très intense et très dense, parce que c'était quand même sur une période assez courte. Et encore une fois, ça a été vraiment une révélation pour moi, parce que les sujets liés au genre, honnêtement, avant de commencer à travailler, mais ça me semblait tellement loin.
C'est-à-dire que évidemment que j'entendais parler d'inégalité salariale, de plafond de verre, etc. Mais ça voulait pas dire que moi je me sentais concernée du tout, du tout. Et en fait, le fait de me rendre compte que moi, c'était aussi mon problème quelque part, que moi aussi j'étais en plein dans ces questions-là, que j'étais directement concernée, ça a été vraiment une révélation. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'après, à mesure que j'engrangeais les expériences dont on parlait, que j'apprenais, que je mettais en place des choses, etc., j'ai commencé évidemment à en parler autour de moi, à des amis, des copines, etc., ou même des gens du secteur financier avec qui je travaillais, etc., des femmes, que des femmes d'ailleurs. Et je me suis rendu compte à ce moment-là combien on était nombreuses à tomber d'accord sur beaucoup de choses et combien aussi, moi en fait, ce qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque, donc en 2013-2014, j'ai lu Lean In, donc le livre de Sheryl Sandberg. Ouais. Et c'était... Sheryl Sandberg qui, pour replacer, je crois que c'était la CEO de Facebook. Facebook, ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et elle a écrit ce livre à peu près dans ces années-là, où moi, ça a été pour moi ma première lecture sur les femmes dans le monde du travail, où elle met des mots en fait sur les situations que moi je rencontrais. Moi, je recommande toujours cette lecture. Elle a beaucoup de défauts, mais elle a aussi beaucoup de qualités, qui sont de mettre des mots. Et moi, en fait, la principale fonction de ce livre, ça a été de me permettre de prendre conscience que j'étais loin d'être un cas isolé, que j'étais pas la source du problème, et que en fait c'était un mouvement. Enfin, c'était une question globale énorme, quoi. La question des voilà, qu'on était des millions en fait à faire face aux mêmes difficultés. Pour autant, donc j'ai lu ce livre-là, j'en parle parce que c'est un peu celui que tout le monde connaît, mais à l'époque, je me souviens, enfin, je regardais un peu toutes les ressources. Tu vois, tu me demandais, je me suis pas tournée vers un professionnel, mais tout ce que j'ai pu trouver en ligne, d'articles, de vidéos, etc., j'ai tout regardé parce que j'ai quand même cherché de l'aide, évidemment. Ça a été mon premier réflexe de me dire, avant cette prise de conscience, avant l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, il y a eu tout un processus de mais comment je vais faire pour répondre pour trouver des solutions. Et en fait, malgré la quantité de contenu, vidéo, audio, livres et autres que j'ai trouvé à ce moment-là, je n'ai rien trouvé qui me permette d'actionner quoi que ce soit dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup de contenu inspirationnel. Exemple Lean In, c'est un super ego boost. Tu finis le livre, t'es à bloc, t'es content, t'es plein d'énergie, tu te dis je suis pas toute seule, etc. N'empêche que le jour suivant, tu retournes à ton travail et ton quotidien à toi, c'est-à-dire que pour passer de ta réalité à toi à Lean In, en fait, il y a un abîme énorme. C'est-à-dire tu te dis mais c'est super qu'elle ait trouvé comment se débrouiller dans des contextes pas faciles, mais moi, à mon échelle aujourd'hui, je ne sais pas en quoi ça me sert. Je n'ai rien en fait d'actionnable concrètement qui me permette de passer de ma réalité à une réalité un peu meilleure. Et c'est ça en fait que j'ai eu envie de créer. C'est cet écart-là que j'ai eu envie de combler entre l'aspiration à et le vrai passage à l'action. Et les règles du jeu, c'est ça. Les 10 épisodes des règles du jeu, donc la série de podcasts, c'est 10 fois 5 minutes, c'est des formats très courts, où en fait, j'aborde à chaque fois un point très concret, un challenge très concret qu'on rencontre dans notre immense majorité à un moment ou à un autre au travail. Et en plus de le décrire, je donne vraiment des clés actionnables et que n'importe qui peut s'approprier tout de suite, demain matin, s'ils veulent. Et parce que ça, je trouvais que ça manquait terriblement. Et évidemment, tout le challenge, c'est de proposer des clés qui sont à la fois suffisamment universelles, j'allais dire, pour qu'un grand nombre de personnes puissent se les approprier, tout en sachant bien sûr que la limite du podcast, c'est qu'on peut pas rentrer dans le détail de la réalité individuelle de chacune. Mais je pense que ce qui a fait le succès du podcast, c'est d'avoir réussi à trouver ce bon équilibre et ces clés-là que vraiment, moi j'en suis convaincue, tout le monde peut s'approprier. Et ça permet aussi de désacraliser certains mots, certains comportements ou certains et de montrer en fait aux femmes que par des toutes petites choses quotidiennes, elles aussi, elles peuvent très bien tirer leur épingle du jeu, faire valoir leur travail, ne plus se faire mâcher sur les pieds, enfin tout ce dont on a parlé et qu'en fait c'est pas si difficile que ça. Et moi j'avais au moment où c'est sorti, en fait, j'ai écouté les épisodes des règles du jeu, j'ai adoré, donc je vous recommande vraiment à toutes d'aller écouter. J'ai adoré parce qu'en fait, ce qui m'a semblé à ce moment-là, c'est que tu mettais des mots sur des choses
qu'on ressent toutes, mais je pense qu'on est peu à pouvoir exprimer. Et moi aussi, j'ai lu Lénine et je trouve que je suis d'accord avec toi. C'est un bouquin qui est bon à lire. Il faut en prendre ce qu'on veut, mais en tout cas, ça fait du bien. Je l'avais lu avant, mais effectivement, pour moi, c'est deux choses différentes parce qu'effectivement, quand j'ai écouté ce que tu as dit, alors moi, j'étais plus en entreprise. J'avais plus les challenges que tu décrivais au début, que j'ai pu rencontrer parfois par ailleurs, mais je me suis dit, mais oui, mais c'est tellement ça, c'est exprimé de façon tellement claire, avec un ton juste. Et vraiment, chapeau pour ce travail qui, de façon évidente, a contribué à aider beaucoup de femmes, j'en suis certaine. Donc vraiment, encore, courez écouter les épisodes parce que c'est vraiment utile, en fait. Et alors, maintenant, il y a le livre. Alors, raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre sur les règles du jeu. Oui, alors j'ai une chance incroyable, c'est qu'effectivement, donc ce podcast est sorti il y a environ 1 an, et très très rapidement, j'ai été contactée par une maison d'édition pour en faire un livre. Et ça a été une opportunité incroyable parce que, en fait, depuis le début, je savais que les règles du jeu podcast, c'était en fait un peu le type de l'iceberg. C'était vraiment ce que je pensais qu'il fallait absolument dire tout de suite, de façon urgente, parce que c'était vraiment ce qu'on avait toutes besoin d'entendre. Et je te remercie pour ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, c'est exactement ça le but du jeu du départ, c'était vraiment de produire un contenu utile, c'est-à-dire quand on l'entend, on sait immédiatement quoi en faire. Et en fait, ensuite, ce livre-là, ça m'a permis en fait de développer bien davantage tout ce qui m'a mené déjà à ces règles du jeu et de développer un peu tout le mindset, toute la philosophie autour des règles du jeu et de donner encore davantage de clés. Donc c'était un support idéal pour développer le message et pour aller encore plus loin dans la prise de conscience et dans la possibilité d'actionner en fait des leviers de succès ou des leviers de réussite, peu importe comment on les appelle comme on veut, mais voilà, donc le livre, il s'appelle aussi Les règles du jeu. Et en fait, dedans, c'est d'abord un partage d'expérience. Ce livre, c'est d'abord un témoignage sur mon expérience à moi, et évidemment les conclusions et les clés que j'en ai tirées pour avancer et pour dépasser notamment les fameux freins intériorisés. Et la philosophie étant toujours la même, c'est-à-dire maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous reviennent au travail, plus que ce qu'on pense, et essayer, dans la mesure du possible, de contourner le reste. Et une fois qu'on a fait ça, c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Et évidemment, les règles du jeu podcast figurent dans le livre, parce que je voulais les remettre dedans, mais ça va bien au-delà. Donc, vous l'avez compris, courez acheter le livre. parce que en fait, le truc, c'est que je pense que ce qui est extrêmement pertinent là-dedans, c'est que finalement, tu l'as vécu, tu as actionné les clés, ça t'a servi et ça a créé des résultats. Et moi, j'aime bien ce processus parce que je trouve que finalement, quand on accompagne les gens, quand on les aide, quand on veut les aider à créer des résultats, c'est bien d'avoir des outils, mais c'est quand même vachement mieux quand on est sûr que ça marche vraiment. Oui. Et donc, la meilleure façon de savoir que ça marche, c'est de le pratiquer soi-même. Donc, Complètement. J'aime beaucoup cette philosophie. Ça a vraiment fait ses preuves, ouais, ça c'est clair. Et en plus, tu vois, c'est rigolo parce que moi, au début, naïvement, je pensais, quand j'ai écrit les règles du jeu podcast, donc vraiment tout au début, je pensais m'adresser à des femmes comme moi. C'est-à-dire des femmes qui en auraient besoin au moment où moi j'en avais besoin, donc plutôt des jeunes femmes en début de carrière, etc. Et en fait, ce qui est incroyable avec ce message-là, c'est que je me suis rendu compte après, au cours des événements que j'ai faits, etc., qu'en fait, il résonnait chez énormément de femmes, de tous âges, qui travaillent dans toutes sortes de structures. On peut penser que ça s'adresse qu'aux grands groupes, mais pas du tout, parce qu'en fait, il y a des défis qui se retrouvent dans toutes les structures, tous les domaines d'activité, start-up, et même pendant le confinement. J'ai des gens qui m'ont écrit qui étaient en reconversion.
Donc en fait, c'est un message qui dépasse largement mon petit cas personnel, en fait. C'est ça, c'est que moi, mon témoignage, il est intéressant dans la mesure où il permet d'ancrer le message dans la réalité. Mais en vrai, et c'est là que même moi, je trouve ça génial, le message de fond qui est ce changement de mindset et ce renversement de perspective totale sur son travail, il est valable pour énormément de gens dans toutes sortes de situations professionnelles. Et ça, je trouve ça, moi, je suis hyper contente de ça, ouais. Alors dis-nous maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce que si j'ai bien compris, t'es plus au Brésil, donc t'en es où toi dans ta carrière et dans ton parcours? Alors, ouais, effectivement, donc on est rentré il y a 2 ans à Paris. Donc moi, en rentrant, évidemment, puisque voilà, il faut gérer un retour avec tout ce que ça comporte. S'il y a parmi tes auditrices des personnes qui ont déjà été expatriées, elles doivent savoir que c'est souvent plus facile de partir que de rentrer. Donc, en rentrant, bah voilà, en sachant qu'il n'y a pas de trading de matières premières en France, ça n'existe pas. Du coup, j'ai retrouvé une activité dans les matières premières qui est très différente, mais qui est très intéressante. En fait, je fais du lobbying en politique agricole. Donc, c'est-à-dire que je défends les intérêts en l'occurrence, de coopératives agricoles. Donc, c'est passionnant. Et là, pendant le confinement, ça a été incroyablement passionnant comme activité, parce que c'est vraiment le secteur agricole, qui était aux premières loges de beaucoup d'enjeux très stratégiques. Donc, c'était assez amusant à faire. Donc, je fais ça de jour et de nuit. J'ai cet engagement très fort, donc par les règles du jeu, qui n'a fait que gagner en ampleur depuis que je suis rentrée, puisqu'en fait le podcast est sorti assez vite après mon retour. Ensuite j'ai écrit ce livre, là le livre est sorti, donc c'est un peu 2 vies que je mène en parallèle, en sachant effectivement que le podcast, l'univers que je suis en train de créer autour des règles du jeu et puis ce qui est en train de se passer, donc il y a pas mal d'activités qui se développent. On me sollicite pas mal pour aller intervenir en entreprise, par exemple, il y a même auprès d'acteurs publics aussi. Je fais un petit peu de coaching en individuel, ça m'arrive aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées très rapidement, enfin, au cours de la dernière année. Donc, je suis en train de structurer tout ça. Et évidemment, moi, ce qui m'importe, je dédie beaucoup de mon temps et de mon énergie à diffuser ce message-là le plus possible, parce que j'ai vraiment la conviction qu'il est utile et qui mérite d'être entendu, qu'il n'est pas assez entendu, voilà. Et que je pense que c'est vraiment une brique, tu vois, dans tous les contenus qui existent sur les femmes au travail, les femmes en général, qui sont quand même un thème très très à la mode. Je trouve que c'est une brique qui a vraiment sa place, parce que je pense qu'elle peut vraiment faire avancer les femmes individuellement et aussi la question dans sa globalité. Donc voilà, je mène les deux de front pour l'instant. Voilà. Top. Et alors du coup, j'imagine déjà ce que tu vas me répondre, mais je vais quand même te poser la question, parce que je suis sûre que les personnes qui nous écoutent se la posent. Ouais. C'est comment tu fais pour faire les deux en même temps? Eh ben, je me suis découvert des qualités d'organisation incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais été aussi en fait, tout simplement, je segmente ma journée. Et en fait, en vrai, hein, je pense que ça demande la même organisation que d'être mère de famille et de travailler à temps plein. C'est à peu près la même histoire. C'est-à-dire, tu segmentes ta journée et tu sais que tu peux pas déborder. C'est-à-dire, si tu as 2 heures pour faire quelque chose, c'est pas 2h05. Et moi, j'ai évidemment, forcément, comme j'ai un pied encore dans le salariat, c'est un cadre horaire que je peux pas trop négocier. Et en dehors de ça, je sais exactement ce que j'ai à faire quand. Parfois, je travaille tôt le matin, parfois, je travaille en rentrant. Je travaille souvent le week-end. Voilà, ça me prend beaucoup de temps en dehors des horaires, on va dire, traditionnels de travail. Mais voilà, je jongle un peu avec cette énergie. Du coup, tu la puises où? Parce que du coup, c'est plus de travail aussi. Oui, mais je pense que c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le pourquoi dont tu parlais. C'est cette espèce de grande motivation cheville au corps, et comme dans n'importe quel, je pense, tu vois, toi, avec ta société ou ton projet entrepreneurial, tu te découvres des ressources insoupçonnées parce que tu fais quelque chose qui te tient très 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 à cœur. Donc je pense que la principale motivation, c'est vraiment ça, ouais. Et alors du coup, parce que ce que ne savent pas sans doute les auditrices, c'est que tu es enceinte et que tu vas bientôt, dans peu de temps, donner naissance à un petit bébé. Oui. Comment t'envisages la suite du coup?
Alors ça, c'est une très bonne question. Ça, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas. J'en sais rien parce qu'en fait, je n'ai aucune idée de ce que l'arrivée de cet enfant va provoquer dans ma vie. J'ai l'idée que ça va bouleverser un certain nombre de choses, mais je ne sais pas comment, quand, enfin, dans quelle mesure. Enfin, tu vois, je me fais pas du tout de. Pour le coup, là, je planifie rien. C'est-à-dire, je me réserve totalement le droit de me laisser surprendre par tu vois, les conséquences de l'arrivée de cet enfant sur ma vie, sur moi, sur mes priorités. Franchement, j'en sais rien. Aujourd'hui, je continue à faire ce que j'aime et ce que je veux, dans la mesure du possible. Et après, quand cet enfant sera là, honnêtement, je ne sais pas. Là, je me concentre juste sur le fait de lui faire une place d'essayer de l'accueillir dans les meilleures conditions possibles, etc. Mais c'est vrai que c'est la grande inconnue. Je ne sais pas. Ce que ça fait de devenir mère dans la vie, franchement, ce sera une belle découverte et tu sauras bien à temps comment organiser faire, autour de... Ouais, exactement. Et alors, du coup, j'aimerais bien qu'on termine sur une chose. Si tu devais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent, sachant que les personnes qui nous écoutent, elles sont là parce que elles aiment probablement ce qu'elles font, ou en tout cas elles sont en quête d'aimer leur boulot, elles ont de l'ambition et elles accordent aussi beaucoup d'importance à leur vie en général, pas seulement leur passion professionnelle, mais aussi leur vie personnelle. Si tu devais leur donner un conseil, lequel ce serait ? Le premier, je pense que ce serait de dédier, de vraiment. La première étape, je pense, c'est de trouver ce dont, encore une fois, ce que tu disais, son pourquoi. Parfois, on peut être un peu dans le brouillard. C'est pas si simple de déterminer son pourquoi, mais je pense que c'est vraiment la première étape, parce que sans ça, on peut aller nulle part. Et sans ça, toute l'énergie qu'on peut déployer sera perdue, parce qu'en fait, ça peut durer un temps, mais à moyen long terme, ça nous porte toujours préjudice de prendre une direction qui est pas la nôtre, et en plus ça nous porte préjudice à la fois sur le plan professionnel et ensuite personnel. Ça déteint toujours sur la vie personnelle. Donc je dirais d'abord, même si ça peut sembler long comme processus, ou voire même une perte de temps par rapport à d'autres, parce qu'on a tendance à regarder ce qui se passe à côté, les uns et les autres qui nous donnent l'impression d'avancer dans leur vie, etc. Je dirais que la première étape, c'est vraiment de prendre le temps et d'investir sur soi, de se dire je suis là pourquoi, en fait. Et en plus, je trouve que la période est très propice à ça. Je trouve que s'il y a bien une chose que ce confinement et puis ce qui arrive, on ne sait pas trop ce que c'est, peut favoriser chez un peu tout le monde, c'est cette espèce de prise de conscience urgente à se dire mais en fait, je suis là pourquoi ? À quoi ça rime ? De quoi j'ai envie vraiment, pourquoi j'ai envie de me lever le matin, etc. Donc, en fait, je dirais que ce sur quoi il faudrait concentrer ses efforts en premier, c'est ça. Et ensuite, pour être plus pragmatique en conseil, vraiment, une fois qu'on a trouvé ça et qu'on est installé dans installé ou pas d'ailleurs, enfin qu'on est sur des rails professionnels et qu'on a un projet, qu'on sait à peu près où on va, c'est toujours garder en tête cette question de qu'est-ce que je peux faire qu'on ne m'a pas demandé ? Ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment un repère fondamental, parce que ça replace tout de suite les choses au bon endroit. Ça nous remet, nous, dans le siège du pilote, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation qu'on occupe, salariat, pas salariat, etc. Parce qu'en fait, même hors salariat, on est toujours un peu... on a des comptes à rendre, on interagit avec des gens qui sont pas forcément... Donc, garder la main, et pour garder la main, je trouve que cette manière de voir les choses, elle est à la fois très responsabilisante et très rassurante, et surtout elle replace toujours les choses au bon endroit, de se dire en fait ça me revient, la responsabilité de ma réussite, de mon avancée me revient. Et je garderai à l'esprit cette question-là, que puis-je faire qu'on ne m'a pas demandé? Et en général, les solutions apparaissent. Voilà. J'adore. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à ça, à ta question. Ça me fait penser à l'effort de plus. C'est un peu ma façon de l'exprimer, mais c'est de se dire toujours ok, ça c'est fait, c'est ce que je devais faire, mais
mais qu'est-ce que je peux faire de plus qui peut vraiment faire la différence, qui peut créer de la valeur. Et c'est vrai que réfléchir les choses comme ça, déjà, c'est ultra motivant parce qu'en fait, ça emmène notre cerveau à réfléchir en dehors du cadre. Ça nous connecte à notre pourquoi. Et puis ça nous connecte aussi à la mission qu'on sert et à la valeur qu'on veut créer. Donc je trouve ça assez fabuleux. Et ce qui est d'autant plus fabuleux, c'est que quand on réfléchit comme ça, déjà, on s'épanouit à le faire. Mais en plus, souvent, ça a des répercussions hyper positives sur les autres et sur notre mission. Donc j'aime beaucoup. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans, où est-ce que je me vois ? La question piège. Oh là là, attends, 10 ans. J'aimerais bien, je pense, avoir ma société. Je me vois bien, avoir créé une aventure, une activité à moi et un univers à moi. Je pense que je tends vers ça de plus en plus. Donc voilà. Ouais. Mais ça me paraît tellement loin que... la suite des règles du jeu sous forme de société. Peut-être. Et question de fin, est-ce que tu as un mantra ? Et si oui, lequel ? Un mantra. Il y en a un qui me vient, mais je ne sais pas si c'est vraiment celui que je m'applique tout le temps, mais que je trouve très beau, qui est la devise de Saumur. En avant, calme et droit. Et il est un peu austère comme mantra, mais il est aussi très structurant. Donc, je l'aime bien celui-là. En tout cas, c'est celui qui me vient là maintenant. Peut-être que j'en ai un autre, mais c'est celui qui me vient maintenant. Si c'est celui qui te vient maintenant, c'est celui qu'on a besoin d'entendre peut-être. Voilà. Super. Écoute, Clara, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à toi. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et puis, pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous trouverez les liens de tout ce dont nous avons parlé, les règles du jeu, podcast, le livre, tous les bouquins dont on a parlé dans les notes de cet épisode. À bientôt, Clara. À bientôt, Jenny. Merci. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez apprendre à reprogrammer votre cerveau pour mieux l'idée ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des leaders ambitieux et motivés qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».